Ce que vous allez entendre pourrait bien représenter le transfert d'armes le plus lourd de conséquences dans l'histoire du Moyen-Orient moderne. Et la communauté occidentale du renseignement ne l'a pas empêché avant qu'il ne soit achevé. 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong 1-8. Le système ICBM à carburant, solide le plus avancé que la Corée du Nord ait produit. Un système d'armes qui, lors de ses essais en 2023, a démontré une portée dépassant 15 000 km. De quoi atteindre non seulement Israël et les bases américaines à travers le Moyen-Orient, mais aussi le territoire continental des États-Unis. Et c'est précisément ce qui rend ce moment bien plus dangereux qu'une simple escalade régionale. Car si ce transfert est réel, alors la carte du conflit vient de s'étendre bien au-delà de la région, bien au-delà de la dissuasion et bien au-delà de ce que Washington pensait pouvoir contenir. 500 d'entre eux, transférés au cours d'une opération logistique clandestine d'une ampleur et d'une précision extraordinaire, seraient désormais installés dans des installations souterraines durcies à travers le territoire iranien, alimentés, ciblés et prêts à l'emploi. Laissez ce chiffre s'imposer un instant. 500. Les États-Unis déploient actuellement environ 400 ICBM Minuteman III dans l'ensemble de leur dissuasion nucléaire terrestre. Le nombre que l'Iran aurait désormais reçu de Pyongyang dépasse l'inventaire stratégique terrestre américain lui-même. Et contrairement au Minuteman III, un système dont les silos fixes sont connus, cartographiés et ciblés depuis des décennies par les planificateurs militaires russes et chinois, ces plateformes Hwasong, un 8 sont mobiles sur route. Elles se déplacent, elles se dissimulent, elles peuvent être dispersées et redéployées à travers l'immensité du territoire iranien d'une manière qui rend tout ciblage préventif pratiquement impossible, sans un renseignement en temps réel d'une qualité qu'aucune constellation de satellites ne garantit actuellement. Israël s'est réveillé ce matin dans une réalité stratégique fondamentalement différente de celle dans laquelle il s'était endormi. L'avantage militaire qualitatif que Washington garantit et soutient depuis un demi-siècle, l'assurance qu'Israël disposerait toujours d'armes, de systèmes et de capacités de frappe supérieures à toute combinaison d'adversaires régionaux, pourrait bien avoir été brisé par un seul accord de transfert entre deux États sanctionnés, isolés, que l'Occident a passé des décennies à tenter de maintenir séparés. La question que chaque ministère de la Défense de Tel Aviv à Washington en passant par Riyad se pose désormais dans des réunions d'urgence n'est plus de savoir si ce transfert a eu lieu. L'imagerie satellitaire, le renseignement d'origine électromagnétique et les remontées humaines en provenance de multiples sources ont fait basculer cette question vers une quasi-certitude analytique. La véritable question posée maintenant, dans une panique à peine dissimulée, est la suivante. Que se passe-t-il ensuite ? Que fait Israël lorsqu'il fait face à un adversaire armé de 500 ICBM capables d'emporter des charges nucléaires, guidé par un système qu'aucune architecture de défense antimissile au Moyen-Orient n'a été conçue pour arrêter à cette échelle ? Que fait Washington lorsque le cadre de dissuasion qu'il a maintenu dans la région pendant 50 ans se retrouve soudain confronté à un arsenal qui modifie tous les calculs d'un seul coup ? Cette analyse entre au cœur du transfert. Elle examine comment cela s'est produit, pourquoi le renseignement occidental n'a pas réussi à l'empêcher, ce que représente réellement le Hwasong 1-8 en tant que système d'armes, et comment les conséquences se propagent vers Israël, les États-Unis et l'ordre mondial. Le monde a peu être changé cette nuit. Voici ce que ce changement signifie. 3 questions structurent tout ce qui suit. Premièrement, comment la Corée du Nord et l'Iran ont-ils exécuté un transfert de 500 des ICBM à carburant solide les plus avancés du monde sans déclencher de réponse occidentale d'interdiction ? Deuxièmement, que signifie la capacité technique réelle du Hwasong, un oui pour l'architecture de défense d'Israël et pour la projection de puissance américaine au Moyen-Orient ? Troisièmement, avec l'Iran désormais à la tête de la plus grande force ICBM mobile sur route hors de Russie et de Chine, quelles options réalistes restent à Washington et à Tel Aviv ? Et existe-t-il encore une voie qui ne mène pas directement à la confrontation nucléaire la plus dangereuse depuis la crise des missiles de Cuba ? Les réponses ne sont pas rassurantes, mais elles sont nécessaires.
Pour comprendre comment ce transfert a pu avoir lieu sans déclencher de réponse occidentale d'interdiction, il faut comprendre deux choses en même temps. Les limites réelles de la collecte de renseignements occidentales face à des opérations profondément compartimentées entre États sanctionnés et les efforts extraordinaires que Pyongyang et Téhéran semblent avoir déployés pour rendre cette opération invisible jusqu'à son achèvement. Le transfert des Hwasong, un 8 ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il est l'aboutissement d'une relation entre la Corée du Nord et l'Iran, qui s'est approfondie régulièrement au cours de la dernière décennie, qui s'est nettement accélérée après l'effondrement du JCPOA en 2018 et qui a atteint un nouveau niveau après que le soutien logistique nord-coréen aux forces russes en Ukraine a prouvé que des transferts d'armes clandestins à grande échelle pouvaient encore être exécutés sous une surveillance occidentale intense. Ce précédent a compté. Il a appris à Pyongyang qu'une logistique clandestine à grande échelle restait possible. Il a appris à Téhéran que les sanctions n'empêchaient pas les échanges stratégiques. Et il a démontré, en termes concrets, que l'architecture occidentale du renseignement et de l'interdiction pouvait encore être contournée. Le transfert aurait exploité 3 vulnérabilités majeures dans la couverture du renseignement occidental. La première était géographique. L'itinéraire principal semble avoir traversé le territoire chinois par voie terrestre, avec des autorités chinoises soit non informées, soit indifférentes, soit délibérément peu enclines à regarder de trop près, puis l'Asie centrale, avant d'emprunter un mélange d'autorisations de transit russe et de corridors contrôlés par l'Iran jusqu'au nord-ouest iranien. Cet itinéraire compte, car il a évité les zones où l'interdiction américaine est la plus forte. Il a évité les points d'étranglement maritime. Il a évité les couloirs aériens surveillés. Il a au contraire traversé précisément ce type de faille continentale où la collecte du renseignement est plus faible, bureaucratiquement fragmentée et politiquement plus difficile à orienter au niveau nécessaire pour un suivi continu. Aucun décideur américain ne voulait publiquement rehausser les priorités de collecte au point de traiter le territoire chinois comme une zone de transit opérationnel pour la prolifération de missiles stratégiques. Cette réticence a pu être créée le point aveugle exact dont le transfert avait besoin. La deuxième vulnérabilité était le calendrier. Le transfert semble avoir été exécuté sur une longue période, environ 14 mois, avec des expéditions fragmentées en composants et déplacées en quantité suffisamment faible pour rester sous les seuils d'escalade. Aucun envoi isolé ne semblait décisif. Aucun convoi isolé n'annonçait la véritable ampleur de ce qui se déroulait. Ce n'est que lorsque les fragments ont finalement été réunis en un tout, que le tableau complet est apparu. À ce moment-là, tout était déjà terminé. La troisième vulnérabilité était la tromperie. Les équipes techniques nord-coréennes et iraniennes semblent avoir maintenu des schémas d'activité normaux sur les sites connus de production et de stockage de missiles pendant toute la période du transfert. L'imagerie satellitaire des sites majeurs n'a rien montré de spectaculaire. Le transfert lui-même aurait été géré via des installations secondaires, des dépôts dissimulés et des signatures électroniques masquées. Autrement dit, pendant que les analystes occidentaux surveillaient les emplacements évidents, l'activité décisive se déroulait ailleurs. Il est difficile d'exagérer le résultat. L'appareil de renseignement le plus doté de ressources de l'histoire humaine semble avoir manqué le transfert de 500 ICBM jusqu'au moment où les missiles étaient déjà à l'intérieur de l'Iran, dispersés sur plusieurs sites durcis et pratiquement hors de portée de toute action militaire conventionnelle, sauf à lancer une campagne de bombardement massive et prolongée comportant un risque d'escalade catastrophique. Au moment où le transfert a été confirmé, des réunions d'urgence ont été convoquées à Washington, à Tel Aviv, à Londres, et dans chaque capitale du Golfe accueillant une infrastructure militaire américaine significative. Mais ces réunions n'ont débouché sur aucun plan clair. Elles ont produit la reconnaissance qu'aucun plan clair n'existe. Chaque option disponible comporte désormais des coûts si lourds qu'agir exigerait d'accepter des conséquences qu'aucun gouvernement occidental n'est politiquement prêt à absorber. L'attitude publique de l'Iran après la confirmation a été frappante par sa retenue. Téhéran n'a pas célébré par des discours grandiloquents. Il n'a pas organisé de parade triomphale. Il a simplement laissé le fait du transfert circuler dans les canaux du renseignement et a laissé les implications faire le travail.
cette retenue était en elle-même un message. Elle projetait une forme particulière de confiance, la confiance d'un État qui croit que l'acte décisif est déjà accompli et que rien de ce que feront désormais ses adversaires ne pourra l'inverser. Le Hwasong, un 8, est entré dans la conversation stratégique mondiale en avril 2023, lorsque la Corée du Nord a procédé à son premier tir d'essai public sous la supervision directe de Kim Jong-un. Ce que ce lancement a révélé, et ce que les analystes extérieurs ont ensuite confirmé par l'analyse de trajectoire et de télémétrie, c'est un système d'armes représentant un véritable saut générationnel dans les capacités balistiques nord-coréennes. Pour comprendre pourquoi le Hwasong, un 8, diffère des systèmes de missiles iraniens antérieurs et pourquoi il pourrait rendre une partie de l'architecture de défense actuelle d'Israël fonctionnellement obsolète face à cette menace précise, il faut se concentrer sur 4 dimensions techniques. La propulsion, la portée, le guidage et la survivabilité. Commençons par la propulsion. Les anciens ICBM nord-coréens, ainsi que de nombreux systèmes iraniens à longue portée dérivés de conceptions nord-coréennes antérieures, utilisaient du carburant liquide. Les systèmes à carburant liquide peuvent être redoutables, mais ils comportent une faiblesse cruciale. Avant le lancement, ils exigent une phase de remplissage qui prend du temps et produit des signatures observables. Les satellites peuvent parfois détecter ces marqueurs thermiques et chimiques. Les capteurs au sol peuvent suivre le cycle de préparation. Cette fenêtre de lancement est précisément ce que la doctrine américaine et israélienne de frappe préventive a historiquement été conçue pour exploiter. Si vous pouvez voir le missile en cours de préparation, vous pouvez le détruire avant qu'il ne quitte le sol. Le Hwasong, un 8, élimine cette vulnérabilité. Il utilise un système de propulsion à 3 étages à carburant solide, l'architecture d'ICBM à carburant solide la plus avancée que la Corée du Nord ait jamais déployée. Un missile à carburant solide n'exige pas de long ravitaillement avant lancement. Le propulseur est déjà intégré. Un lanceur mobile sur route peut recevoir un ordre, redresser le missile et le lancer en quelques minutes, ne laissant presque aucune fenêtre d'alerte utile pour une frappe préventive. Ce n'est pas une amélioration mineure. C'est une transformation de nature. Face à des systèmes à carburant liquide, la frappe préventive reste difficile mais plausible. Face à une force à carburant solide, mobile sur route, répartie sur un pays de la taille de l'Iran, la préemption cesse d'être une doctrine praticable. On ne peut pas frapper de manière fiable ce qu'on ne peut pas localiser, et on ne peut pas le localiser assez vite. Vient ensuite la portée. La portée testée du Hwasong 18 dépassant 15 000 km dans certains profils de tir, signifie que depuis pratiquement n'importe quel point du territoire iranien, le missile peut atteindre Tel Aviv, toutes les bases américaines du Moyen-Orient, toutes les grandes capitales européennes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et avec un positionnement approprié, même des cibles situées sur le territoire continental des États-Unis. L'Iran n'a jamais auparavant possédé un système de frappe doté d'une véritable portée intercontinentale. L'acquisition de 500 plateformes Hwasong a eu transforme du jour au lendemain l'Iran, de puissance militaire régionale, en un État doté d'une capacité de frappe mondiale. La troisième dimension est le guidage. Et c'est là que le problème devient encore plus grave pour les planificateurs de la défense antimissile. La technologie nord-coréenne de guidage des missiles a considérablement progressé au cours de la dernière décennie, aidée par une expertise extérieure, par une innovation stimulée par les sanctions et par une attention constante portée à la survivabilité en environnement contesté. Le Hwasong, un 8, combinerait une navigation inertielle avec des mises à jour stellaires, ce qui signifie qu'il peut se guider sans dépendre du GPS ou d'autres systèmes satellitaires vulnérables au brouillage ou au leurre. Cela compte énormément. La guerre électronique américaine peut dégrader les systèmes dépendants du GPS. Elle ne peut pas brouiller les étoiles. Cela signifie que l'environnement de brouillage GPS continu que les États-Unis ont maintenu dans certaines parties du Moyen-Orient, utile contre certains systèmes iraniens, n'aurait pratiquement aucun effet sur le guidage terminal du Hwasong 1.8. Les estimations de précision varient, mais même les évaluations prudentes suggèrent un écart circulaire probable d'environ 100 à 150 mètres pour des configurations à charge conventionnelles, avec potentiellement de meilleures performances dans des conditions de ciblage optimisées. Contre des installations militaires durcies, cela compte,
contre des cibles à l'échelle d'une ville, c'est dévastateur. Et pour une frappe nucléaire, ce niveau de précision est largement suffisant. La quatrième dimension est la survivabilité en vol. Le Hwasong 1-8 utiliserait un véhicule de rentrée manœuvrant, permettant à l'ogive d'effectuer des mouvements d'évitement pendant la phase terminale de descente, ce qui complique fortement les calculs d'interception pour des systèmes conçus autour de trajectoires prévisibles. C'est très mauvais. Le principal système américain de défense antimissile balistique de haute couche dans la région a été optimisé contre des véhicules de rentrée non manœuvrants. Arrow 3, la plateforme antimissile balistique la plus avancée d'Israël, a elle aussi été conçue à partir d'hypothèses de trajectoire qu'un véhicule de rentrée manœuvrant remet directement en cause. Une fois combinée la réactivité du carburant solide, la survivabilité d'un lancement mobile, la portée intercontinentale, le guidage autonome et la manœuvrabilité terminale, on n'a plus affaire à un programme de missiles qu'on peut gérer par adaptation progressive. Multipliez maintenant tout cela par 500. 500 lanceurs mobiles sur route dispersés sur le territoire iranien, chacun portant un système qu'on ne peut pas cibler préventivement avec confiance, qu'on ne peut pas brouiller de manière significative et qu'on ne peut pas intercepter de manière fiable avec les systèmes actuellement déployés sur le théâtre. Ce n'est pas un problème qu'on résout en faisant davantage la même chose. Cela exige une réécriture complète des hypothèses stratégiques régionales. La dimension nucléaire aggrave encore la situation. Les responsables iraniens n'ont ni confirmé ni nié la configuration des charges emportées par les missiles. Cette ambiguïté est en elle-même stratégiquement puissante. Le Hwasong 1-8 a été conçu comme vecteur de frappe nucléaire. Sa capacité d'emport et son profil de vol sont optimisés précisément pour cette mission. Que les missiles transférés soient arrivés avec des ogives nucléaires, avec des charges conventionnelles ou comme système de lancement en attente d'un futur assemblage avec leurs charges est presque secondaire au regard de l'effet immédiat. Les planificateurs israéliens et américains ne peuvent pas se permettre de supposer qu'un tir entrant est conventionnel. Chaque lancement doit être traité comme potentiellement nucléaire. C'est la dissuasion par l'ambiguïté à grande échelle. Et l'Iran la possède désormais à Washington. Certains semblent encore croire qu'un briefing sévère et un nœud de cravate plus serré peuvent remplacer une stratégie. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale qui a suivi aurait duré 9 heures. Mais ce qui en est sorti n'a pas été une décision. C'était quelque chose de plus révélateur, une reconnaissance implicite que chaque option disponible est soit militairement catastrophique, soit stratégiquement vaine, soit politiquement impossible. Passer en revue les options et le problème devient évident. La première option est une frappe militaire contre les sites iraniens d'ICBM. À première vue, la logique semble simple. L'Iran a acquis une capacité intolérable. Détruisez-la avant qu'elle ne devienne opérationnelle. C'est la préemption classique. Mais le problème, c'est l'ampleur et la dispersion. 500 lanceurs mobiles sur route ne sont pas sagement rangés dans quelques dépôts connus en attendant d'être frappés. Ils sont répartis sur un vaste pays et peuvent continuer à se déplacer. Une campagne capable de dégrader sérieusement cette force exigerait des centaines de sorties de frappe, probablement sur plusieurs jours, visant non seulement les sites de missiles, mais aussi le réseau logistique et de communication iranien dans son ensemble, afin d'empêcher la dispersion et le redéploiement pendant l'opération. Ce n'est pas une frappe limitée. C'est une guerre et pas une guerre contenue. C'est une guerre contre un État capable de fermer le détroit d'Ormuz, d'activer le Hezbollah, de mobiliser les Houthis, de frapper les bases américaines à travers le Golfe et de potentiellement riposter avec la force de missiles même qui serait visée. Les conséquences économiques d'un tel scénario seraient mondiales et immédiates. Les pertes militaires pourraient être énormes. Le choc politique, notamment en Israël et aux États-Unis, pourrait être déstabilisateur. La première option satisfait peut être une certaine logique de l'action, mais la courbe des coûts est presque incalculable. La deuxième option est l'action clandestine, sabotage, cyberopération, assassinat de personnel technique, perturbation de l'intégration au lancement. Historiquement, c'est le domaine où l'Occident a obtenu ses plus grands succès.
Stuxnet, sabotage ciblé, élimination discrète, programme retardé, chaîne d'approvisionnement perturbée, mais l'action clandestine agit sur le temps long. Elle peut affaiblir, fragmenter et retarder. Elle ne peut pas effacer, dans l'immédiat, 500 missiles déjà transférés et déjà dispersés. Elle pourra compter sur plusieurs années. Elle ne résout pas la crise qui existe aujourd'hui. La troisième option consiste en des sanctions et une diplomatie visant à contraindre l'Iran à restituer les systèmes transférés. Cette option s'effondre presque immédiatement sous la logique de la dissuasion. L'Iran n'a pas enduré des décennies de sanctions, d'isolement et de pression stratégique simplement pour acquérir un moyen de dissuasion historique et le rendre ensuite parce qu'on le menace de nouvelles sanctions. Le but même de ce transfert était de rendre une action militaire contre l'Iran d'un coût prohibitif. Rendre ces missiles reviendrait à retourner volontairement à la vulnérabilité stratégique. Aucun gouvernement iranien ne pourrait vendre cela en interne. Aucun. La quatrième option est l'expansion de la défense antimissile, davantage de THAED, davantage de couverture Aegis, davantage de SM-3, davantage d'intercepteurs, davantage d'intégration défensive. Politiquement, c'est le mouvement le plus facile à Washington parce qu'il donne l'impression d'agir sans imposer une décision de guerre. Mais là encore, le problème est mathématique. 500 ICBM. L'inventaire d'intercepteurs nécessaires pour se défendre de manière fiable contre un tel volume n'existe pas actuellement. Le constituer prendrait des années et des dizaines de milliards de dollars, et même si l'on parvenait à bâtir une architecture défensive presque parfaite, on se heurterait à l'asymétrie des coûts. Chaque intercepteur THAAD coûte environ 10 millions de dollars. Un Hwasong, un 8 transféré, surtout dans le cadre d'un prix stratégique entre régimes alignés, coûte une fraction de cette somme. L'Iran peut exercer une pression économique sur le système simplement en imposant une posture défensive à grande échelle. Même le succès devient insoutenable. La cinquième option est celle que personne ne veut formuler à voix haute. Une négociation fondée sur la reconnaissance que l'Iran a atteint une position de dissuasion qu'on ne peut plus inverser sans coût inacceptable. C'est la seule option qui évite une catastrophe immédiate et c'est aussi celle qui pourrait être politiquement impossible à Washington. Aucune administration américaine ne peut aisément dire à sa propre opinion, à ses alliés ou au Congrès que l'Iran a franchi le seuil d'un statut de dissuasion qu'il faut désormais respecter plutôt que briser. Cela ressemblerait à une capitulation, même si ce serait stratégiquement rationnel. Et c'est là le cœur de la paralysie de Washington. C'est pas de l'incompétence, c'est pas de la lâcheté. C'est le simple fait que toutes les options disponibles sont mauvaises et que la moins mauvaise est la plus difficile à prononcer à voix haute. Alors Washington fait ce que font les grandes puissances lorsqu'elles sont piégées entre de mauvais choix. Il achète du temps, il déplace visiblement des forces, il affiche sa détermination, il espère que la situation évoluera dans une direction qui ouvrira une nouvelle fenêtre. L'espoir n'est pas une stratégie, mais à cet instant, c'est peu être tout ce que Washington possède. Depuis des décennies, enfoui dans la pensée stratégique israélienne, existe un concept tacite connu sous le nom d'option Samson. La logique est brutale. Si Israël faisait un jour face à une menace existentielle impossible à vaincre par des moyens conventionnels, il conserverait la possibilité d'une riposte nucléaire contre les sources de cette menace. Le message a toujours été implicite. Personne ne détruit Israël et ne survit à cet acte. Cette logique a fonctionné comme l'ultime filet de sécurité de la dissuasion israélienne. Mais ce transfert impose maintenant une question bien plus troublante. Que se passe-t-il lorsque l'adversaire développe une posture de dissuasion suffisamment forte pour que même la menace d'une riposte nucléaire ne suffise plus à prévenir une pression existentielle ? Un Iran armé de façon conventionnelle craint la riposte nucléaire israélienne d'une manière différente d'un Iran potentiellement capable d'absorber une telle frappe et de répondre encore avec une force survivante, JCBMI. À partir du moment où cela devient vrai, toute la logique du monopole nucléaire israélien commence à se fissurer. Le problème ne réside pas seulement dans les missiles eux-mêmes, il réside dans ce qu'ils font à la doctrine. Israël a passé son histoire moderne comme seule puissance nucléaire de la région avec tous les avantages que ce monopole confère.
Ce monopole semble désormais contesté par un adversaire régional qui s'est soudain déplacé vers un espace de dissuasion d'égal à égal. La réaction immédiate d'Israël aurait été une mise en alerte maximale. Batterie Arrow en alerte continue. THAAD redéployé. Infrastructure de commandement souterraine entièrement dotée. Forces de seconde frappe basées sur des sous-marins dispersés dans leur zone de patrouille. Structure de défense antimissiles et de commandement nucléaire placées au plus haut niveau de préparation opérationnelle. Mais l'état d'alerte n'est pas la solution. C'est une posture. C'est ce qu'un État adopte lorsqu'il comprend l'ampleur du problème mais n'a pas encore de réponse. Les effets politiques à l'intérieur d'Israël sont immédiats. Les fractures de la coalition s'élargissent. Les partisans de la ligne dure exigent l'action malgré le coup. Les voix prudentes avertissent qu'une action militaire prématurée pourrait déclencher précisément l'escalade qu'Israël est le moins préparé à absorber. L'opposition sent la vulnérabilité. Les marchés traduisent la détresse, le shekel s'affaiblit, les demandes d'investissement ralentissent, le tourisme s'effondre davantage. Les agences de notation commencent à regarder la situation de plus près. Et derrière tout cela, il y a la rupture psychologique. Le dôme de fer pouvait échouer occasionnellement sans briser la confiance du public, parce que la structure d'ensemble tenait encore. Mais 500 ICBM ennemis, potentiellement nucléaires, ce n'est pas une menace gérable. C'est une menace existentielle que le public israélien comprend intuitivement. Aucune campagne de communication ne peut neutraliser cela. C'est le moment où le manuel façon Trump propose d'ordinaire une conférence de presse, un slogan et la vieille illusion selon laquelle le volume ferait office de dissuasion. Prenez du recul par rapport à la région et les implications deviennent encore plus vastes. L'ordre d'après-guerre froide reposait sur un cadre nucléaire dans lequel le nombre d'acteurs stratégiques significatifs demeurait limité, la prolifération restait contenue et les États-Unis pouvaient imposer un coût réel aux États cherchant à briser ces règles. Ce transfert constitue une attaque directe contre ce cadre, non pas parce que l'Iran a publiquement dévoilé une ogive nucléaire, mais parce que un État nucléaire sanctionné, non parti au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a réussi à transférer 500 vecteurs ICBM à un autre État sanctionné malgré toute l'architecture de pression occidentale. Et cela a fonctionné. Les missiles sont là, le transfert est terminé, rien de ce que dira Washington désormais ne peut inverser ce fait. Chaque État du monde qui s'est demandé si défier le système américain de non-prolifération pouvait, au bout du compte, rester supportable, réévalue maintenant la réponse. Le versant coût de l'équation, sanctions, isolement, pression, paraît désormais absorbable. Le versant bénéfice, la dissuasion stratégique contre une action militaire américaine, paraît désormais atteignable. C'est un basculement profond. La Russie bénéficie du résultat presque automatiquement. Plus la tension américaine est absorbée par la crise des ICBM au Moyen-Orient, moins il en reste pour l'Ukraine, pour le flanc oriental de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et pour la compétition stratégique plus large. La Chine observe autrement, mais pas avec moins de sérieux. Pékin peut s'opposer par principe à l'instabilité nucléaire iranienne, mais il étudiera tout de même ce que fait Washington ici pour ce que cela révèle de la volonté américaine d'agir dans des conditions de risque d'escalade massive. Et Taïwan sera au cœur de cette leçon. Les États du Golfe sont contraints à leur propre recalcul. L'ancienne hypothèse selon laquelle les garanties américaines règlent en dernier ressort toute question de sécurité dans le Golfe apparaît visiblement plus faible. Un Iran plus fort, plus difficile à contraindre, pousse les capitales du Golfe vers davantage de couverture stratégique, d'accommodement et de logique de sécurité plus autonome. Le Pakistan, seule puissance nucléaire à majorité musulmane, se retrouve lui aussi face à un environnement régional transformé. Même si ce moment ne fait pas immédiatement s'effondrer l'ordre de non-prolifération, il le modifie de façon permanente. L'ancien cadre se fissurait déjà sous le poids de la Corée du Nord, de l'effondrement du JCPOA et de la fragmentation plus large entre grandes puissances. Ce transfert peut être le moment où il cesse définitivement d'être l'ancien monde pour devenir autre chose. Et les périodes de transition sont les moments les plus dangereux de la vie internationale. Les règles sont incertaines. Les seuils sont flous. Les États agissent dans l'ambiguïté. Le risque de mauvaise appréciation augmente précisément lorsque les enjeux sont au plus haut.
C'est là que nous en sommes. 500 ICBM Hwasong, 1-8, mobile sur route, à carburant solide, doté de véhicules de rentrée manœuvrant, à navigation autonome, potentiellement capable d'emport nucléaire, dispersés sur le territoire iranien, immunisés contre la frappe préventive, résistants aux défenses antimissiles régionales existantes. Telle est la réalité à laquelle Israël, les États-Unis et l'ordre régional, soutenus par l'Occident, se sont réveillés ce matin. C'est une réalité qui n'existait pas il y a encore quelques jours. Et c'est pas une réalité qu'on peut faire disparaître par le souhait, par les sanctions ou par les bombardements, sans provoquer des conséquences, peut être encore pire que la menace elle-même. Ce qui se passera ensuite ne sera pas déterminé simplement par celui qui dispose de la technologie la plus avancée ou du budget le plus important. Cela sera déterminé par celui qui voit le plus clairement, pense le plus lucidement, et se montre le plus capable d'accepter des vérités inconfortables sur un monde qui a changé d'une manière qu'on ne peut plus désormais inverser. L'Iran a passé des décennies à préparer un moment comme celui-ci. La patience, l'endurance, la volonté d'absorber la pression, l'engagement en faveur d'un bénéfice stratégique de long terme, tout cela semble avoir convergé ici dans l'image de centaines d'ICBM cachés dans des installations iraniennes durcies, pointé vers l'extérieur, face à un monde qui a peu être sous-estimé la détermination d'un État qui n'avait jamais eu l'intention de rester vulnérable pour toujours. L'ancien Moyen-Orient a peu être disparu. L'ancien ordre de non-prolifération a peu être disparu avec lui. Ce qui vient ensuite sera bâti sur les fondations de ce moment. Et si la réponse du camp pro-Trump se résume à une nouvelle mise en scène sur la force, alors le théâtre aura fini par se prendre lui-même pour une doctrine.